sommes à 25 000 en amont de Montréal. Le fleuve Saint-Laurent y roule 240 000 pieds cubes d'eau à la seconde. Harnaché, cette eau se transforme en un gigantesque troupeau de 2 160 000 chevaux vapeur qui anime et éclaire des centaines d'usines, des milliers de bureaux et des centaines de milliers de foyers à Montréal et ailleurs. La plus grande centrale hydroélectrique du Canada, la 11e plus importante du monde. Longueur, plus d'un demi-mille. Nombre de turbines, 36. Son nom, la centrale et la ville portent à une voyelle près le nom du 15e gouverneur de Nouvelle-France, Charles de Beauharnais. Le premier d'un groupe imposant d'esprits industrieux, il rêva de faire servir la turbulence des eaux du Saint-Laurent qui se paie entre le lac Saint-François et le lac Saint-Louis, une chute de 83 pieds. Moulins à farine et moulins à scie poussèrent comme des champignons sur la seigneurie de Beauharnais qui longeait les rapides. À une époque, on cessa même de les compter. L'industrie était dans son enfance, l'artisanat régnait en maître, les produits finis étaient primaires, l'ère dite technologique n'est pas encore là. Près d'un siècle sépare ces images de la réalité d'aujourd'hui. Enfin vint l'électricité. On découvre qu'on peut extraire l'énergie de l'eau et l'expédier où l'on veut dans un fil. La première grande centrale hydroélectrique de la région voit le jour. Elle a été construite par Montreal Cottons et ne sert qu'à cette compagnie. Mais le processus est entamé, l'industrialisation du Québec commence. Autour de Beauharnois, les manufactures se multiplient. Le Québec vient de se mettre à l'heure du XXe siècle. Mais tout cela est encore minable. Qui saura rendre utile nos 240 000 pieds cubes d'eau à la seconde? Un homme qui voit grand, l'ingénieur Sweezy. Sweezy ne voit qu'une solution, construire un frère jumeau au Saint-Laurent. Le canal aura 15 000 de longueur, plus d'un demi-mille de largeur. On mettra presque 30 ans à le finir. La centrale de son côté sera complétée en 3 périodes, comme une partie de hockey. Un chapelet de petits barrages servira à régulariser le cours du fleuve.
Les travaux commencent le 12 octobre 1929. Excavateur, bélier mécanique, dynamitage, tous les moyens sont bons. À ce qui sera la sortie du canal, la première partie de la centrale commence à prendre forme. Le 1er août 1933, les 2 premières turbines de la centrale de Beauharnois commencent leur ronde. Il y a de la place pour 12 de plus. Au fur et à mesure des besoins, on les ajoute et en 1948, toute la place est occupée. Le chantier informe est devenu une centrale moderne. Jour et nuit, les générateurs arrachent au fleuve la force qu'ils charrient. Jour et nuit, des hommes circulent dans la centrale examinant tout, vérifiant tout, d'heure en heure. Car ce qui circule dans ce grand corps compliqué, c'est le sang des villes. Un coup volé au fleuve, l'énergie de Beauharnois doit aller vers ses marchés. Du haut des airs, les environs de Beauharnois ressemblent à une gare de triage. Les voies partent dans toutes les directions. L'énergie est acheminée vers d'autres réseaux ou vers des sous-stations qui la répartissent suivant les besoins, la demande et les urgences. Les principaux marchés de Beauharnois sont alors les 2 plus grandes villes du pays, Montréal et Toronto. Dès cette époque,
l'énergie attire les industries à Beauharnois comme un aimant et devient une sorte de décalque de l'avenir qui attend le Québec s'il court la chance de l'électricité. Les produits sont de plus en plus nombreux, de plus en plus divers, pour répondre de mieux en mieux à tous les besoins imaginables. La première tranche de la centrale avait été construite pour le compte de la Beauharnois Light Heat and Power. En 1944, le gouvernement de la province fondait une commission et lui accordait le droit de produire de l'électricité. Elle est connue depuis sous le nom d'Hydro-Québec. Sa première acquisition fut Beauharnois. C'est donc sous l'Hydro-Québec que le 9 juin 1948, les premiers contrats pour la construction de la deuxième tranche de la centrale sont accordés. Car déjà, l'équipement hydroélectrique en place n'est plus suffisant. La province progresse par sauts et par bonds. On agrandit le canal d'amener de la centrale. 250 millions de verges cubes de terre et de roc sont déplacés. C'est 15% de plus qu'au canal de Panama, c'est un peu moins que le Mont-Royal. L'imagination des constructeurs ne connaît plus de bornes. Une drague géante est assemblée de toutes pièces sur la terre ferme, inondée par la suite. Elle est baptisée R.O. Sweezy, du nom de l'ingénieur déjà cité. Tout à côté de la première tranche, les mêmes travaux sont répétés. Ils sont terminés le 25 août 1951. 12 turbines d'une puissance de 56 000 chevaux chacune s'ajoutent aux 14 anciennes. La puissance de Beauharnois vient tout simplement de doubler. Ce sont 672 000 chevaux de plus que la centrale met à la disposition du continent. Les hommes de la centrale ont maintenant la garde d'1 400 000 chevaux vapeur.
D'ores et déjà, Beauharnois est une des plus grosses centrales d'Amérique du Nord. Autour d'elle, les marchés et les usages de l'énergie électrique se multiplient. Montréal, Toronto et New York, grâce à l'interconnexion avec Ontario Hydro, s'abreuvent à Beauharnois. Et au bout du fil qui part des centrales, de grands changements se sont produits. L'électricité ne sert plus seulement l'industrie, elle est entrée dans la vie quotidienne, dans la science, dans les maisons. Mais il y a de plus en plus d'industries, de plus en plus de bureaux, de plus en plus de laboratoires, de plus en plus de foyers. En 1956, Beauharnois est une fois de plus devenue trop petite. Une fois de plus, il faudra qu'elle soit mise à jour. Pour la troisième fois en 30 ans, un chantier s'ouvre. 10 turbines s'ajoutent aux 26 autres. Elles sont plus modernes et plus efficaces. Chacune d'elles a une puissance de 77 300 chevaux, soit presque le tiers de plus que les autres. Quelques années plus tard, en 1961, le rêve de Charles de Beauharnais, John Simpson, Aero Sweezy et combien d'autres est réalisé. De la salle des commandes, sise au point le plus élevé de la centrale, un seul homme contrôle du bout du doigt 2 161 000 chevaux. Ce rêve a 235 ans d'existence, il couronne 30 ans de travaux. Beauharnois a atteint sa maturité. C'est maintenant 36 turbines qui arrachent au fleuve jour et nuit toute l'énergie qu'il charrie. Transformateurs, disjoncteurs, isolateurs, dérivateurs de surtension, pylônes et quoi encore, constituent l'antichambre de départ de l'énergie vers toute la partie est du continent, dont les sommets sont Montréal et Toronto. Plus de 40 centrales de l'Hydro-Québec alimentent actuellement toutes les activités imaginables au Québec. Près de 100 000 usines et 1 350 000 foyers sont abonnés de l'Hydro-Québec. Beauharnois, à lui seul, fournit 37% de toute l'électricité produite
par l'Hydro-Québec. La province est en orbite, l'Hydro-Québec aussi. Une dizaine de nouveaux barrages et une usine thermique produiront encore plus d'électricité d'ici quelques années. En même temps, des centaines d'arpenteurs et d'ingénieurs parcourent les régions les plus sauvages et les plus reculées de la province à la recherche de la même chose qui avait frappé Charles de Beauharnais en 1726. Car c'est peut-être de là-bas, là où la nature semble la plus hostile, que partira de nouveau vers les villes l'élément le plus utile à la civilisation du XXe siècle, l'énergie électrique. Le Québec est le plus grand producteur d'électricité per capita au monde. C'est aussi la région qui peut mettre le plus facilement au service de sa population l'infinie diversité des découvertes du siècle où nous sommes.